Je n'embauche pas de femme avec un jeune enfant, a déclaré la PDG lors d'une interview en direct. Quand Geneviève Dubois termina sa phrase en direct, le studio se figea. Je n'embauche pas de femme avec un jeune enfant. Jamais fait, et jamais je ne le ferai. Alice Mercier se leva de son fauteuil d'intervieweuse. Elle détacha son micro-cravate. Je suis mère célibataire, Madame Dubois. Le téléphone du réalisateur explosa sous les appels furieux des sponsors. Les projecteurs brûlants faisaient perler la sueur sur la tempe de Geneviève. Une odeur de café froid se mêlait à un parfum de luxe. Les mains d'Alice tremblaient, mais sa voix sortit stable et claire. Le tailleur Chanel de Geneviève contrastait violemment avec le simple blazer de prêt-à-porter d'Alice. Stéphane, le réalisateur, serrait son portable à s'en blanchir les doigts, voyant sa carrière s'effondrer en temps réel. Delphine, l'attachée de presse, tapait frénétiquement sur son clavier pour tenter de contenir le désastre sur les réseaux sociaux. Mais Alice n'était pas là uniquement pour le journalisme. Elle était là parce que 2 ans plus tôt, cette même PDG avait brisé sa carrière dans une autre filiale du groupe. Et maintenant, en révélant en direct son statut de mère célibataire, Alice venait d'exécuter le plan le plus audacieux de sa vie. Stéphane rejetait les appels des sponsors en colère parce que son poste dépendait de ce contrat à 7 chiffres. Delphine tapait à toute vitesse car elle savait que la réputation de sa patronne s'effondrait sous les yeux de millions de téléspectateurs. Camille, la productrice, filmait tout discrètement avec son téléphone. Elle aussi était mère célibataire et cette scène la touchait au plus profond de son être. Mais cette histoire n'a pas commencé là. Elle a débuté 2 ans auparavant quand Alice a perdu son poste de rédactrice en chef parce qu'elle était enceinte. Elle a débuté 15 ans plus tôt, quand Geneviève a bâti un empire médiatique sur des principes qu'elle-même ne saisissait pas pleinement. Et elle a débuté 25 ans en arrière, par un secret enfoui qui liait ces 2 femmes d'une manière inconcevable. Pour comprendre comment Alice en est arrivée à cette confrontation en direct, vous devez connaître 3 histoires. L'histoire d'un licenciement silencieux, 2 ans plus tôt. L'histoire d'une maternité en solo qui a failli détruire Alice. Et l'histoire d'un lien impossible entre elle et la PDG elle-même. Tout a commencé par un lundi matin glacial quand Alice Mercier a franchi pour la première fois les portes du groupe Dubois Média, sans imaginer que ce serait le dernier jour de la vie qu'elle avait toujours connu. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire qui pourrait changer votre vie. Vous méritez de faire partie de cette communauté de femmes fortes. 2 ans plus tôt, Alice Mercier se réveillait à 5h15. Toujours. Un 3 pièces dans un arrondissement de classe moyenne de Paris, mobilier simple mais rangé avec une précision obsessionnelle. 35 ans, cheveux châtains toujours noués en chignon bas, des yeux verts qui semblaient percer n'importe quel mensonge. Une fine cicatrice sur le sourcil gauche, souvenir d'une chute de vélo à 7 ans. Rédactrice en chef du pôle numérique, elle collectionnait les prix de journalisme comme elle respirait. Elle marchait vite, parlait directement, s'habillait de façon à ce que personne ne remette jamais en question sa compétence. Au travail, elle était connue comme la femme qui ne ratait jamais une deadline, une éthique de travail inébranlable, le genre de personne qui corrigeait des virgules à 23 heures parce que c'était important. Sa qualité principale, une loyauté absolue à la vérité et aux gens qui lui faisaient confiance. Le défaut que tout le monde murmurait, elle ne savait pas demander d'aide. Une fierté si profondément ancrée qu'elle préférait frôler le burn-out plutôt que d'admettre une faiblesse. Son équipe l'admirait et la craignait à parts égales. La mère d'Alice était morte quand elle avait 15 ans, un cancer foudroyant. Son père avait disparu 2 mois plus tard, incapable de gérer la douleur. Sa grand-mère maternelle l'avait élevée avec une main de fer et un amour austère, répétant le mantra « Une femme doit être 2 fois meilleure, Alice, toujours ». Ses relations amoureuses échouaient systématiquement parce qu'Alice priorisait les carrières, les délais, les ambitions. Elle avait construit des murs émotionnels si hauts qu'elle-même ne parvenait plus à les escalader. Elle voulait diriger le plus grand portail d'information du pays avant ses 40 ans.
Elle rêvait d'être la première femme à la tête d'une rédaction nationale. Mais il y avait un autre rêve caché qu'elle notait dans le carnet de cuir brun offert par sa grand-mère à ses 20 ans. Avoir une famille sans sacrifier tout ce qu'elle avait construit. Sur les pages de ce carnet était écrit, d'une écriture tremblante datant d'années, « Je veux prouver qu'une femme n'a pas à choisir ». Ce fut lors d'une réunion de rédaction qu'Alice rencontra Antoine Fournier. Il était chroniqueur freelance venu ce matin-là présenter des idées. Ils avaient le même âge, mais il semblait porter une légèreté qu'Alice avait oublié de cultiver. Quand la réunion se termina, il resta. Il lui demanda si elle travaillait toujours à cette vitesse. « Toujours. Que ça ne vous fatigue pas ?»« La fatigue est un luxe. » Antoine sourit. « C'est la réponse de quelqu'un qui a peur de s'arrêter. » La phrase l'a pris au dépourvu. Personne ne parlait ainsi à Alice. Elle aurait dû être offensée. Au lieu de cela, elle s'assit à côté de lui, dans la salle de réunion vide. « Dites-moi quelque chose sur vous qui n'est pas sur votre CV, » demanda-t-il. Alice hésita. « Je veux des enfants, un jour. » Pourquoi le dites-vous comme si c'était un secret? Parce que dans ce milieu, ça l'est. J'ai une amie rédactrice en chef en Suède, 3 enfants. Elle a gagné un Pulitzer l'an dernier. La Suède, ce n'est pas Paris. Non, mais les femmes sont les femmes. Et vous, vous êtes doués. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un ne la scindait pas en morceaux, la professionnelle ou la femme. Antoine la voyait entière. Elle accepta l'invitation à dîner. 3 mois plus tard, ils étaient ensemble. 6 mois plus tard, ils vivaient dans le même appartement. Il fut le premier homme qu'Alice autorisa à franchir ses murs. Le soir où il lui dit « Je t'aime » pour la première fois, elle répondit « Je veux toujours avoir des enfants ». Il lui prit le visage entre ses mains. « Alors, nous aurons des enfants, ensemble ». La rédaction du groupe Dubois Média occupait 3 étages de verre et d'acier à la Défense. Climatisation permanente, odeur de café industriel et d'ambition, murs blancs, décorations minimalistes, plantes artificielles. Les salles de réunion portaient des noms de capitales où le groupe était implanté. L'open space était un champ de bataille silencieux où chacun rivalisait en souriant. La hiérarchie était limpide. Les hommes occupaient 7 des 9 postes de direction. Les femmes devaient prouver leur valeur quotidiennement, tandis que les hommes ne la prouvaient qu'une fois. Les rares cadres féminines qui atteignaient le sommet étaient célébrées comme des exceptions, jamais comme la règle. Alice observait, notait, jurait qu'elle changerait cela quand elle y arriverait. Les règles non écrites étaient plus strictes que n'importe quel contrat. La maternité était vue comme une distraction. Congé maternité de 6 mois sur le papier, mais 3 dans la pratique car l'entreprise a besoin de vous. Une disponibilité 24 heures sur 24 était attendue. Une apparence de succès sans effort était obligatoire. Alice s'intégrait dans ce monde parce qu'elle n'avait pas d'enfant, pas de limite, pas de vie hors du travail. Jusqu'à présent. Le premier signe vint sous la forme d'un commentaire désinvolte. Alice était dans la salle de réunion quand elle entendit 2 directrices des RH discuter à l'extérieur. Nathalie a été remerciée. Dommage. Pourquoi? Enceinte. 3e mois. Mais elle était compétente. Elle l'était. L'utilisation du passé la dérangea plus que le présent. Alice ne dit rien. Elle pensa que c'était peut-être une coïncidence. Geneviève Dubois était une légende dans le monde des affaires. Self-made woman. Elle avait bâti son empire de communication à partir de rien dès l'âge de 28 ans. À 52 ans, elle dirigeait 7 entreprises dans 4 pays. Implacable en négociation, connue pour congédier des cadres en moins de 5 minutes s'ils ne livraient pas de résultats. Il y avait des vidéos d'elle en interview disant des phrases polémiques. La maternité est un choix, la carrière aussi. Personne ne peut exceller dans les deux. Alice ne l'avait jamais rencontrée personnellement, mais l'admirait de loin. Les femmes devaient être impitoyables pour survivre, pensait Alice. Geneviève en était la preuve vivante. Le dernier vendredi de paix qu'Alice connaîtrait pendant des années, elle découvrit qu'elle était enceinte. Antoine était en voyage d'affaires. Elle fit 3 tests, tous positifs. Elle s'assit sur le sol de la salle de bain, serra ses genoux et pour la première fois en une décennie, pleura de bonheur.
Elle appela Antoine à 21h. Il répondit euphorique. « Alice, j'ai réussi. Le contrat international que je voulais. » Elle prit une grande inspiration. « Chérie, j'ai une nouvelle aussi. » Silence à l'autre bout. « Je suis enceinte. » Le silence se prolongea. 5 secondes. 10. Antoine, il avait raccroché. Ce fut précisément cette décision d'être mère, sans abandonner ses rêves, qui conduirait Alice, des semaines plus tard, à prendre la décision la plus dangereuse de sa vie. Croire que son entreprise la protégerait. 3 mois plus tard, Antoine ne revint jamais. Il bloqua le numéro d'Alice, déménagea sans prévenir, disparut comme de la vapeur. Elle passa les premières semaines à alterner entre colère et désespoir, mais elle n'avait pas le temps de s'effondrer. Elle avait une vie qui grandissait en elle et une carrière qui dépendait de son apparence invincible. Elle décida d'informer l'entreprise au bon moment. Stratégique, professionnel. La convocation arriva par email à 9h15 un mardi matin. Réunion urgente avec les RH, 14h, salle Tokyo. Alice n'y pensa pas plus. C'était peut-être pour la promotion dont on discutait. Elle entra dans la salle à l'heure pile. 3 personnes attendaient. La directrice des RH, le responsable juridique et son supérieur direct, Philippe. Personne ne sourit. « Alice, nous devons parler de la restructuration du département. » Son estomac se noua. « Restructuration. Nous redistribuons les fonctions. Votre poste sera absorbé par un autre pôle. Vous me licenciez? Nous mettons fin à votre contrat. C'est une décision stratégique. » La pièce tourna. Alice sentit ses mains devenir glacées, la sueur dans son dos, sa voix se bloquer dans sa gorge. 4 ans de travail impeccable, 8 prix. Aucun avertissement. Pourquoi? Philippe détourna le regard. L'entreprise prend une nouvelle direction. Elle connaissait ce langage. Elle avait vu d'autres femmes recevoir la même sentence. Elle inspira profondément. « Je suis enceinte. » Le silence dans la salle fut absolu. La directrice des RH ajusta les papiers sur la table. « Cela n'a aucun rapport avec notre décision. » Bien sûr que si. Attention à vos accusations, Alice. Notre politique est claire. Philippe la regarda enfin. « Vous recevrez toutes vos indemnités. 3 mois de préavis payés. Une excellente lettre de recommandation. » Il poussa une enveloppe sur la table. À l'intérieur, l'accord de rupture et une clause en petits caractères, confidentialité totale sur les motifs du licenciement. Alice regarda les visages autour d'elle. Quelques collègues observaient à travers la paroi vitrée, mais détournaient les yeux quand elle les croisait. Camille, la productrice qui déjeunait toujours avec elle, fit semblant de regarder son téléphone. Le silence était assourdissant. Personne n'allait la défendre. Personne ne défendait jamais personne. Elle quitta la salle sans rien signer. Retourna à son bureau, prit son sac et partit. Dans l'ascenseur, elle permit enfin aux larmes de couler. Quand elle arriva chez elle, elle appela la seule personne qui pouvait l'aider, Maître Isabelle Lefebvre, une avocate spécialisée en droit du travail qu'elle avait rencontrée pour un article des années plus tôt. « Alice, combien de femmes pensez-vous ont vécu cela dans votre entreprise? Je ne sais pas, peut-être 3, 4. Je veux que vous notiez tous les noms dont vous vous souvenez. Toutes. » Alice passa la nuit à reconstituer ses souvenirs. Nathalie de la finance, licenciée au 3e mois de grossesse. Élodie de l'informatique, réaffectée à son retour de congé maternité. Valérie du juridique, rétrogradée après avoir eu des jumeaux. Au lever du jour, elle avait 7 noms. Elle appela Isabelle. 7 cas en 4 ans. Ce n'est donc pas un accident, c'est une politique. Je peux les poursuivre? Oui, mais préparez-vous. Ils ont des fonds illimités pour faire traîner ça pendant des années. Alice n'hésita pas. Je veux les poursuivre. Isabelle lança la procédure en 48 heures. Notification judiciaire formelle pour discrimination à l'embauche et violation des droits maternels. L'entreprise répondit avec une batterie d'avocats et un déni complet. Les contre-offres commencèrent à arriver. 15 000 € pour retirer la plainte, puis 30 000, puis 50 000. Toutes
avec une clause de confidentialité absolue. Camille appela tard dans la nuit. « Alice, je sais ce qu'ils t'ont fait. Ils m'ont fait la même chose il y a 2 ans. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'ai signé un accord de confidentialité, mais je peux témoigner, anonymement. Tu ferais ça? J'ai une fille de 3 ans. Je veux qu'elle grandisse dans un monde différent. » Isabelle recueillit les témoignages de 4 femmes. Toutes confirmaient le même schéma. Les femmes enceintes ou avec de jeunes enfants étaient systématiquement éliminées de l'entreprise. Des documents internes disparaissaient mystérieusement. Les emails étaient supprimés. Les traces effacées avec une précision chirurgicale. Le dossier judiciaire fut déposé avec 60 pages de preuves. Les journaux locaux commencèrent à appeler. Alice autorisa une interview pour un blog féministe. L'article devint viral. 3000 partages la première heure, 10 000 le premier jour. Le hashtag « Mère passe faible » commença à circuler. Ce fut alors qu'Alice découvrit quelque chose qui allait tout changer. Isabelle appela à 6 heures du matin. « Alice, vous devez voir ça. » C'était un document interne fuité par une source anonyme. Une présentation PowerPoint pour les directeurs. Diapositive 12, titre « Profil de recrutement idéal ». Critères listés par puce. L'avant-dernier disait « Éviter les femmes en âge de procréer avec intention de maternité prochaine ». Le document portait une signature numérique, approuvée par Geneviève Dubois, PDG. Alice s'assit sur son canapé, son ventre de 5 mois déjà visible, et comprit. Ce n'était pas la politique de manager intermédiaire, c'était une stratégie d'entreprise venant du sommet. Geneviève Dubois elle-même, la femme qu'Alice admirait, la femme qui prétendait représenter le pouvoir féminin, était l'architecte de cette discrimination systémique. Isabelle vit l'opportunité. Si nous rendons cela public, la pression sera insupportable. Alice n'hésita que 3 secondes. Rendez-le public. La fuite atteignit les portails d'information à 8 heures le lendemain matin. À midi, c'était le gros titre national. À 16 heures, en tendance sur tous les réseaux sociaux. Les entreprises concurrentes publièrent des communiqués se distanciant de ces pratiques. Des clients corporatifs menacèrent d'annuler leurs contrats. Les actions du groupe Dubois Média chutèrent de 7% en une seule journée. Et puis vint l'appel. Numéro privé, Alice répondit. « Allô? Alice Mercier? Ici, Stéphane Perrin, réalisateur de l'émission Le Grand Entretien. Nous prévoyons une émission spéciale sur la maternité et le monde du travail. Nous aimerions vous avoir comme intervieweuse invitée. » Intervieweuse? Oui, nous avons une invitée confirmée, Geneviève Dubois. Alice serra le téléphone. Était-ce un piège ou une opportunité? Quand? Mardi prochain, en direct. J'accepte. Quand elle raccrocha, Alice comprit enfin. Geneviève tentait de contrôler les dégâts en faisant des relations publiques. Venir à l'émission, donner des explications contrôlées, humaniser son image. Mais mettre Alice comme intervieweuse, c'était de la sous-estimation ou de l'arrogance. Peut-être les deux. Isabelle appela 5 minutes plus tard. « Vous êtes folle? Ils vont vous détruire en direct. Ou c'est moi qui vais les détruire. » Alice. Pensez au bébé, à votre avenir. C'est exactement pour ça que j'y vais. Les 3 jours suivants, Alice prépara 40 questions. Elle étudia chaque interview de Geneviève des 15 dernières années, cartographia les contradictions, les phrases polémiques, les promesses non tenues. Elle répéta devant le miroir jusqu'à ce que sa voix sorte ferme. Elle n'allait pas pleurer, elle n'allait pas crier. Elle allait juste poser les vérités que personne n'avait eu le courage de poser. La veille de l'émission, un email anonyme arriva. Objet. Vous devez savoir ça. Un unique lien vers un fichier crypté. Alice l'ouvrit. C'était un acte de naissance. Sophie Dubois, née il y a 22 ans, fille de Geneviève Dubois. Adresse d'enregistrement. Un orphelinat de l'assistance publique de Paris. Geneviève avait une fille qu'elle avait abandonnée. Alice imprima le document, le glissa dans son sac et sut. Elle avait la bombe qui ferait tout exploser. Mais ce qu'Alice ne savait pas, c'est que Geneviève Dubois n'était pas femme à perdre facilement une bataille.
Et dans les heures qui suivraient l'émission en direct, la PDG préparait déjà une contre-offensive qui détruirait tout ce qu'Alice avait construit. La guerre ne faisait que commencer. Pendant qu'Alice préparait la confrontation, Camille Roussel menait ses propres batailles. La productrice de 32 ans avait témoigné anonymement dans le procès, mais quelqu'un avait fait fuiter son nom. Le lundi, elle arriva au travail et trouva son bureau vidé. « Vous êtes réaffecté à l'équipe de nuit. » L'équipe de nuit signifiait de 2h à 10h du matin. Impossible pour une mère célibataire avec une fille de 3 ans. Je ne peux pas travailler sur ces horaires. Alors, démissionnée, Camille appela son mari. Ex-mari, techniquement. Il avait la garde partagée de leur fille. « J'ai besoin que tu gardes Laura pendant la semaine, temporairement. » Silence. « On m'a appelé aujourd'hui. On m'offre un meilleur contrat si je déménage à Lyon. Je vais accepter. Tu ne peux pas quitter la région. Nous avons un accord de garde. J'ai déjà parlé à mon avocat. Je peux. » Camille comprit. La pression n'était pas un accident. Quelqu'un avait payé son ex-mari pour disparaître avec sa fille. Isoler les témoins, détruire leur crédibilité. Elle appela Alice à 23h, la voix brisée. « Ils vont me prendre ma fille !» Alice sentit la culpabilité l'envahir. Chaque femme qui l'aidait payait le prix. « Camille, tu n'as pas besoin de continuer. »« Si, j'en ai besoin. Pour moi, pour elle, pour nous toutes. » Mais le courage avait une limite. Camille devait choisir entre la justice et sa propre fille. Alice sut qu'elle ne pouvait plus rien lui demander. Le combat devenait trop coûteux. 2 jours plus tard, Alice s'assit avec Isabelle dans un café vide. Elle devait lui dire quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à personne. Isabelle le sentit. « Qu'est-ce que vous retenez ?» Alice remua son café. « Ma mère est morte d'un cancer quand j'avais 15 ans. Je sais, mais je n'ai jamais raconté comment c'était après. » Elle prit une grande inspiration. « Ma sœur cadette, Juliette, avait 12 ans. Quand ma mère est morte, mon père n'a pas supporté. Il a disparu. Ma grand-mère nous a élevés, mais Juliette, elle ne s'en est jamais remise. Dépression sévère. À 19 ans, elle est tombée enceinte. Le petit ami a disparu, comme mon père. Juliette a eu le bébé seule. Aucune structure, aucun soutien. » Isabelle lui prit la main. « Que s'est-il passé ? La dépression postpartum l'a détruite. Juliette a tenté de se suicider quand le bébé avait 3 mois. Elle a failli réussir. » Des larmes tombèrent dans son café. L'aide sociale a pris le bébé. Ma grand-mère ne pouvait pas élever un autre enfant. Juliette est entrée en crise psychiatrique permanente. Elle vit en institution depuis 16 ans. Je lui rends visite 1 fois par mois. Elle ne me reconnaît plus. Alice, je ne savais pas. Personne ne le sait. J'ai enterré ça si profond parce que ça fait trop mal. Elle essuya ses larmes avec colère. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai juré que ce serait différent. J'ai juré que mon enfant aurait une mère présente, forte, entière. Mais maintenant, je suis sans emploi, sans argent, face à une corporation milliardaire, et j'ai peur. Sa voix se brisa complètement. J'ai peur de finir comme Juliette. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur d'échouer avec mon fils avant même sa naissance. Isabelle la serra dans ses bras. Vous n'êtes pas votre sœur. Vous avez une structure. Vous avez un combat. Vraiment ? Ou est-ce juste de l'orgueil déguisé en courage ? Vous avez les deux, et c'est ce qui vous maintient en vie. Alice pleura sur l'épaule de l'avocate, se permettant pour la première fois que quelqu'un la voie brisée. La pression l'écrasait, et chaque jour qui passait, la peur grandissait. Pendant ce temps, dans un bureau vitré au 40e étage, Geneviève Dubois affrontait aussi ses fantômes. Delphine, sa fidèle attachée de presse, entra sans frapper. « Geneviève, nous devons parler de l'émission. » « Il n'y a rien à dire. J'y vais, j'explique la politique de l'entreprise et nous tournons la page. Et si elle vous interroge sur Sophie ?» Geneviève se figea. « Comment connaissez-vous ce nom ? » « Tout le monde le sait. L'acte de naissance a fuité. » Geneviève se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. 52 ans, 3 mariages ratés, 7 entreprises, 0 enfant officiellement. J'avais 27 ans. Je bâtissais l'entreprise à partir de rien. Je travaillais 18 heures par jour. Je suis tombée enceinte d'une aventure sans importance. Je savais que je ne pourrais pas être mère et PDG en même temps.
Quelqu'un allait souffrir. J'ai choisi que ce soit elle. Vous avez abandonné votre fille à l'orphelinat? Je l'ai laissée être adoptée par une famille qui pouvait lui donner de l'attention. Moi, je ne pouvais pas. Elle se tourna vers Delphine. Tu crois que c'était facile? Tu crois que je ne pense pas à elle à chaque Noël, chaque anniversaire, chaque fois que je vois une mère avec sa fille dans la rue? Alors, pourquoi continuez-vous à punir d'autres femmes pour le choix que vous avez fait? La question la toucha profondément. Geneviève s'assit lourdement. Parce que si j'admets qu'elles peuvent avoir les deux, je dois admettre que j'aurais pu moi aussi. Et cela signifie que j'ai abandonné Sophie pour rien. Que j'ai jeté 25 ans de relation à la poubelle parce que j'avais peur. Je préfère croire que j'ai fait le bon choix, que maternité et carrière sont incompatibles, parce que si elles ne le sont pas, sa voix vacilla. Alors, je ne suis qu'une mère lâche qui s'est enfuie. Delphine resta silencieuse. Geneviève était humaine, brisée. Elle avait construit un empire sur un mensonge qu'elle se racontait à elle-même. Et maintenant, Alice était sur le point de tout exposer en direct. Le hashtag « Mère passe faible » explosa. 50 000 mentions le premier jour, 100 000 le second, des femmes partageant leurs histoires de licenciement pour grossesse, de discrimination voilée, de choix impossibles. Les médias amplifièrent, les émissions de télévision débattaient, les politiques prirent position. On demanda des comptes aux entreprises sur leur politique de maternité, mais toute l'attention n'était pas positive. Des profils anonymes attaquaient Alice. Opportuniste utilisant sa grossesse pour extorquer une entreprise. Féministe hystérique qui ne supporte pas la compétition. Incompétente qui rejette la faute de son échec sur la maternité. Des commentaires par milliers. Alice arrêta de lire les réseaux sociaux, mais le monde n'arrêta pas de parler. Des collègues d'autres rédactions commencèrent à prendre leur distance. « Alice, tu comprends, n'est-ce pas? J'ai une famille à nourrir, je ne peux pas m'impliquer. » La solidarité avait une limite pratique. Les gens avaient besoin d'emploi. Les entreprises communiquaient entre elles. Être l'allié d'Alice signifiait brûler des ponts professionnels. La solitude pesait. Alice était seule dans la guerre qu'elle avait imaginée collective. Puis vint la bombe que personne n'attendait. Alice était dans son 8e mois de grossesse quand elle reçut un appel de sa médecin. « Alice, l'échographie a montré une complication. Le bébé a un problème cardiaque. Il aura besoin d'une intervention chirurgicale juste après la naissance. » Le monde s'écroula. Est-ce grave? Sérieux, mais traitable. L'opération coûte entre 80 000 et 120 000 euros. Alice raccrocha, regarda son compte en banque. 8 000 euros, les économies de 4 ans consumées en 6 mois sans emploi. Le procès ne rapportait pas d'argent, il n'en coûtait que. Elle avait besoin de 120 000 euros en quelques semaines. Isabelle suggéra une cagnotte en ligne. Elles créèrent une campagne. Aider une journaliste mère solo à sauver son bébé. Elles récoltèrent 12 000 euros le premier jour. Puis ça ralentit. De faux profils commencèrent à attaquer. Elle utilise son enfant malade pour gagner de l'argent. Arnaqueuse émotionnelle, la campagne mourut. Total récolté, 19 000 euros. Alice s'assit sur le sol de l'appartement vide, son ventre énorme, les factures accumulées, son fils malade, et permit enfin au désespoir d'entrer. Elle appela l'avocat de l'entreprise. « J'accepte l'accord. » « Quel accord ? 50 000. Silence total. J'accepte. » Cet accord a expiré il y a 3 mois. Il lui raccrocha au nez. Alice comprit. Maintenant qu'elle était publique, faible, désespérée, il n'avait plus besoin de payer. Il pouvait juste attendre qu'elle s'effondre. Ce fut alors que son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Allô, Alice Mercier? Je m'appelle Sophie Dubois. Je suis la fille de Geneviève. » Alice serra le téléphone. « Comment avez-vous eu mon numéro? » « Peu importe. Ce qui importe, c'est que je sais ce que ma mère vous a fait. Je sais ce qu'elle a fait à des dizaines de femmes, et j'ai des preuves, des documents internes, des emails, des enregistrements, tout. Pause. Je veux témoigner, dans l'émission, en direct. Pourquoi? Parce qu'il y a 22 ans, elle m'a abandonné dans un orphelinat pour bâtir un empire, et maintenant, elle abandonne d'autres femmes pour les mêmes raisons.
Je veux que le monde sache qui elle est vraiment. Je veux la justice. Pour moi, pour vous, pour nous toutes. » Alice ferma les yeux. Le retournement de situation qui changeait tout. La fille secrète témoignant contre sa propre mère, en direct, devant des millions de gens. Était-ce cruel? Était-ce la justice? Alice ne savait plus. Elle savait seulement qu'elle avait enfin une arme contre laquelle Geneviève ne pourrait pas se défendre. J'accepte. Mais ce qu'Alice ne savait pas, c'est que Geneviève préparait déjà une dernière carte. Un dossier complet sur le passé d'Alice. Erreurs, échecs, petits mensonges que tout le monde raconte. Et dans les 48 heures suivantes, tout ce qu'Alice avait construit s'effondrerait en même temps que sa réputation. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. Sérieusement, je lis tout et je tiens à répondre avec bienveillance à ceux qui prennent un moment. Le dossier parvint au portail d'information 48 heures avant l'émission. Titre: La vérité sur Alice Mercier que personne ne vous a dite. 10 pages, photos, documents, témoignages. Page 3, Alice avait plagié 2 lignes d'un article 7 ans plus tôt. Erreur reconnue, corrigée, oubliée. Ressuscité maintenant comme preuve de malhonnêteté journalistique systématique. Page 5. Déclaration d'impôt avec une incohérence de 300 €. Erreur de comptable, rectifiée, maintenant dépeinte comme fraude fiscale. Page 7. Témoignage anonyme d'un ex-collègue. Alice était arrogante, traitait les stagiaires avec mépris, utilisait les gens pour grimper. Demi-vérité transformée en caricature. Page 9. Photo d'Alice à 23 ans, ivre lors d'une fête d'université embrassant 2 personnes. Légende, comportement douteux et instabilité morale. Rien de tout cela n'était un mensonge complet. Tout était une vérité déformée, amplifiée, empoisonnée. Internet explosa. Les mêmes profils qui la défendaient l'attaquaient maintenant. Ce n'est pas une victime, c'est une opportuniste. Elle a utilisé le mouvement féministe pour cacher sa vraie nature. Le sujet tendance passa de mère pas faible à Alice Lavérite. Le pire arriva à 18 heures. Appel de l'aide sociale à l'enfance. Madame Mercier, nous avons reçu un signalement anonyme concernant votre situation financière et émotionnelle. Nous devons évaluer si vous avez les conditions pour élever l'enfant. La voix était protocolaire, froide. Nous effectuerons une visite à domicile demain à 10 heures. Si l'évaluation est négative, le bébé pourrait être placé sous garde temporaire de l'État jusqu'à stabilisation de la situation. Alice raccrocha. Regarda son appartement, meubles rares, frigo vide, factures en retard empilées sur la table. Le mur avait une tache d'humidité qu'elle ne pouvait pas réparer. Le berceau donné était monté dans un coin, mais il manquait des couches, des vêtements, des médicaments. Tout manquait. Elle s'assit par terre. Ventre énorme, 8 mois et demi. Le bébé donna un coup. Alice posa la main et le sentit. Vie, responsabilité, peur absolue. Les pensées déferlèrent comme une avalanche. Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai jamais. Je vais échouer avec lui, comme j'ai tout échoué, comme ma sœur a échoué. Peut-être qu'il serait mieux sans moi. Peut-être que je suis comme ma mère qui abandonne. Elle prit son téléphone, regarda ses contacts. Personne à appeler. Camille se battait pour sa propre fille. Isabelle était débordée. Les amis avaient disparu. La famille n'existait plus. Complètement seule. La solitude pesait physiquement, écrasait sa poitrine, volait son air. Pour la première fois depuis des mois, Alice pensa « Ce serait plus facile d'abandonner ». Le bébé donna un nouveau coup, plus fort, comme pour dire « Je suis là, ne m'abandonne pas ». Alice pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Puis elle resta là, sur le sol, vide. La guerre était perdue. Geneviève avait gagné. Le système avait gagné. Alice n'avait plus de force. À 23 heures, le téléphone sonna. Isabelle. Alice pensa à ne pas répondre. Elle répondit « J'ai vu le dossier. Tout le monde l'a vu. Alice, vous allez abandonner ? Je n'ai pas le choix. Ils vont me prendre mon fils. Alors battez-vous pour lui. Je me suis battu. J'ai tout perdu. Vous avez perdu des batailles. Pas la guerre. » Isabelle inspira profondément. «
Écoutez, je sais que vous êtes fatigué. Je sais que vous voulez abandonner. Mais répondez-moi à une chose. Quand vous avez commencé ça, pourquoi? Pour l'argent? Pour la vengeance? Pour l'orgueil? Alice ferma les yeux. Pour mon fils, pour qu'il grandisse dans un monde différent. Alors il est toujours là, en vous, vivant, comptant sur vous. Et dans 3 jours, vous serez dans ce studio et vous pouvez faire 2 choses. Y aller en victime brisée ou y aller en mère qui se bat jusqu'au bout. Choisissez. Silence. Mais je suis devenu exactement ce que je détestais, Isabelle. J'ai transformé une cause collective en vengeance personnelle. J'ai utilisé un mouvement pour nourrir mon ego. J'ai exposé d'autres femmes à des risques parce que je voulais prouver que j'avais raison. Camille pourrait perdre sa fille à cause de moi. Je suis aussi coupable que Geneviève, peut-être pire. Parce qu'elle, au moins, est honnête sur qui elle est. Moi, je me suis menti à moi-même en disant que j'étais une héroïne. Reconnaître ses erreurs ne fait pas de vous un monstre. Ça vous rend humaine. Je ne sais pas si ça suffit. Ça n'a pas besoin de suffire. Ça doit juste être vrai. Alice inspira profondément. Sentit le bébé bouger. Pensa à sa sœur, en institution, qui ne la reconnaissait plus. Pensa à sa mère, morte trop tôt. Pensa aux femmes qui avaient partagé leurs histoires, soudain mère pas faible. Pensa à Camille, risquant tout. Pensa à Sophie, fille abandonnée voulant confronter sa propre mère. Qu'est-ce que je fais? Allez à l'émission, mais n'y allez pas pour détruire Geneviève. Allez-y pour dire la vérité, toute la vérité, y compris sur vous. Vos erreurs, vos failles, vos motivations réelles. La vulnérabilité est une force, Alice. Elle l'a toujours été. Et si je perds quand même? Alors vous perdez debout. Et votre fils saura que sa mère s'est battue jusqu'à la dernière seconde. Alice raccrocha, regarda l'appartement vide, le berceau donné, son ventre énorme. Elle prit la décision la plus difficile de sa vie. Elle n'allait pas abandonner. Mais elle n'allait pas non plus prétendre être parfaite. Elle irait à l'émission sans armure, sans attaque, sans stratégie. Elle serait juste honnête, complètement, dangereusement. Elle appela Stéphane, le réalisateur de l'émission. « J'y vais, mais à une condition. » Laquelle? Je parle en premier, 5 minutes sans interruption. Ensuite, Geneviève répond. Ensuite, nous discutons. Ce n'était pas dans le script. C'est ça ou rien. Silence. D'accord. Alice passa les 2 jours suivants à préparer non pas des questions d'attaque, mais une confession. Elle écrivit tout. Les erreurs, l'orgueil, la vengeance déguisée en justice, la peur, la solitude. Elle n'allait rien cacher. Si elle devait perdre, elle perdrait en disant la vérité. Le matin de l'émission, elle enfila le seul blazer qui lui allait encore. Simple. Rouge à lèvres discret. Pas de maquillage lourd. Ventre évident. Elle arriva au studio à 14 heures. 3 heures avant. Elle avait besoin de se calmer. Camille était là. Elle serra Alice dans ses bras en silence. J'ai obtenu un report du déménagement de mon ex. 1 semaine. Je témoignerai si besoin. Tu n'as pas besoin de risquer plus. Si, pour moi. Sophie arriva à 15 heures. 22 ans. Elle semblait à la fois effrayée et déterminée. Elle regarda Alice. « Vous pensez que je suis cruelle? D'exposer ma propre mère? Je pense que vous êtes courageuse et brisée. Comme moi, vous allez la démolir? Non. Je vais juste dire la vérité, sur elle et sur moi. » Sophie respira soulagée. « Alors moi aussi. La vérité, pas la vengeance. » Geneviève arriva à 16 heures. Entra par la porte de derrière, entourée d'assistants. Delphine, l'attachée de presse, sembla les voir et hésita. Elle murmura quelque chose à Geneviève. La PDG regarda directement Alice, puis Sophie. Son visage perdit toute couleur. Elle marcha vers elle, s'arrêta à 3 mètres. Sophie. « Mère, tu vas vraiment faire ça? M'as-tu vraiment abandonné ?» Geneviève ne répondit pas. Se tourna vers Alice. « Vous avez gagné, vous avez réussi à détruire tout ce que j'ai construit. Vous êtes heureuse ?» Alice se leva. « Non, je ne suis pas heureuse. Je suis brisée, seule, avec un enfant malade, sur le point de tout perdre, comme vous avez perdu. Nous avons toutes les 2 perdu. C'est le système qui a gagné, pas moi, pas vous. Lui !» Geneviève parut surprise.
Elle s'attendait à de la haine, elle trouva de l'épuisement. Alice continua. Mais aujourd'hui, je ne vais pas là-bas pour vous détruire. Je vais y aller pour dire ma vérité. Vous direz la vôtre, et des millions de femmes décideront quoi en faire. Je ne suis pas juge, je suis juste une mère qui essaie de survivre. Ce fut alors qu'Alice fit ce que personne n'attendait. Elle tendit la main à Geneviève, pas en ennemie, en femme également brisée par le même système. Geneviève regarda la main, regarda Alice, regarda Sophie, et pour la première fois depuis des décennies, laissa tomber le masque. La confrontation finale était sur le point de commencer. Et personne, ni Alice ni Geneviève, ne savait comment elle se terminerait. Les lumières du studio s'allumèrent à 19 h. Un public de 200 personnes, 5 angles de caméra, diffusion en direct pour 2 millions de téléspectateurs. Stéphane donna le signal, musique d'ouverture, applaudissements mécaniques. Alice entra par la gauche. Pas mesurée, respiration contrôlée, main sur son ventre de 8 mois. Le blazer simple contrastait avec le luxe du décor. Elle s'assit sur la chaise de l'intervieweuse, ajusta son micro, regarda droit vers la caméra principale. Geneviève entra par la droite. Tailleur gris de créateur, coiffure impeccable, posture droite. Mais ses yeux la trahissaient. La peur. Pour la première fois depuis des décennies, une peur réelle. Elle s'assit sur la chaise de l'interviewé, croisa les jambes, attendit l'attaque. Stéphane commença. « Bonsoir. Ce soir, une émission spéciale sur la maternité et le travail. Notre invitée est Geneviève Dubois, PDG de Dubois Entreprises. Et notre intervieweuse est Alice Mercier, journaliste au centre d'une polémique sur la discrimination en entreprise. » Alice inspira profondément. « Avant de commencer, j'ai besoin de dire quelque chose. 5 minutes sans interruption, s'il vous plaît. » Stéphane hésita, acquiesça. Alice regarda la caméra. Pas Geneviève, des millions de femmes qui regardaient. « Je m'appelle Alice Mercier. J'ai 37 ans. Je suis enceinte de 8 mois. Je suis mère célibataire. J'ai été licenciée parce que j'étais enceinte. J'ai poursuivi mon ancienne entreprise. Je suis devenu le symbole d'un mouvement que je n'ai pas demandé à diriger. Et je dois l'avouer, j'ai échoué. Pause. Le public se tut complètement. J'ai commencé cela en voulant la justice. Mais en cours de route, c'est devenu une vengeance. J'ai utilisé le mouvement pour nourrir mon ego. J'ai exposé d'autres femmes à des risques sans penser aux conséquences. Une amie pourrait perdre la garde de sa fille parce qu'elle m'a aidé. J'ai transformé une cause collective en guerre personnelle. Et j'ai fait tout cela en disant que c'était pour le bien commun. Mais c'était pour mon orgueil blessé. Des larmes commencèrent à couler. Alice ne les essuya pas. Il y a 7 ans, j'ai plagié 2 lignes d'un article. Une erreur stupide. Je l'ai reconnue, corrigée, mais je l'ai faite. Je ne suis pas parfaite. J'ai eu une incohérence fiscale à cause d'une erreur de comptable, mais c'était ma responsabilité. J'ai traité des stagiaires avec dureté quand j'étais sous pression. J'ai trop bu à des fêtes d'étudiants. J'ai commis les erreurs que tout être humain commet. Et quand j'ai été exposé, j'ai eu honte non pas de mes erreurs, mais d'avoir prétendu que j'étais meilleur que tout le monde. Elle regarda enfin Geneviève. Alors, avant de vous juger, Madame Dubois, je dois me juger moi-même. J'ai échoué, en tant que professionnelle, en tant que militante, en tant qu'être humain. Et si mon fils naît et que l'aide sociale décide que je n'ai pas les conditions, ce sera parce que je ne les avais vraiment pas. Pas parce que le système est injuste, parce que j'ai placé l'orgueil au-dessus de la sagesse. Silence absolu dans le studio. Mais il y a une chose où je n'ai pas échoué. Aimer mon fils avant même sa naissance. Et pour lui, je suis ici. Non pour détruire qui que ce soit, mais pour demander, sincèrement, pourquoi les femmes doivent-elles choisir entre carrière et maternité quand les hommes n'ont jamais à le faire? Le public explosa en applaudissements. Alice essuya ses larmes. Geneviève la regardait avec une expression méconnaissable. Stéphane regarda Geneviève. « Madame Dubois, votre réponse ?» Geneviève ouvrit la bouche, la referma, recommença. « Je ne m'attendais pas à cela. Vous vous attendiez à une attaque ? Je m'attendais à de la haine. Vous en avez le droit. » Alice secoua la tête. «
Je ne veux plus de haine, je veux comprendre. Pourquoi avez-vous fait ça? Geneviève regarda ses propres mains. 52 ans d'armure qui commençaient à se fissurer. Parce que j'ai dû choisir. À 27 ans, je bâtissais ma première entreprise. Je travaillais 20 heures par jour. Je suis tombée enceinte. J'ai essayé de faire les deux. Ça a duré 3 mois. J'échouais comme mère et comme PDG. Je me suis effondrée. J'ai fait un choix qui me hante depuis 25 ans. Vous avez abandonné votre fille. Geneviève tressaillit. Je l'ai laissée être adoptée. Je pensais que ce serait mieux pour elle d'avoir des parents présents qu'une mère absente. Mais vous ne l'avez pas laissée être adoptée. Vous l'avez laissée dans un orphelinat. La voix venait du public. Sophie se leva. Les caméras pivotèrent. Les producteurs paniquèrent. Geneviève devint blême. Mère, je n'ai jamais été adoptée. Je suis restée à l'orphelinat jusqu'à mes 18 ans. Puis j'ai été à la rue. J'ai cumulé 3 emplois pour payer l'université. J'ai obtenu mon diplôme sans que tu saches que j'existais. Et quand j'ai découvert qui tu étais, sais-tu ce que j'ai ressenti? Pas de la colère, de la pitié. Geneviève se leva, jambes tremblantes. Sophie, tu as abandonné ta fille. Et ensuite, tu as créé un empire basé sur l'idée que la maternité est une faiblesse. Tu sais pourquoi? Parce que si tu admets que la maternité est une force, tu dois admettre que tu as été faible, que tu as fui, que tu m'as jeté parce que tu avais peur. J'avais peur d'échouer. Et tu as échoué avec moi, et maintenant tu échoues avec des milliers de femmes qui travaillent pour toi. Geneviève s'effondra, littéralement. Elle s'assit sur sa chaise, le visage dans ses mains, et pleura. Elle pleura 25 ans de regrets, de culpabilité, de mensonges qu'elle s'était racontés à elle-même. Tu as raison, j'ai fui. J'ai construit un empire pour prouver que j'avais fait le bon choix. Mais c'était un mensonge. Je t'ai jeté parce que j'étais lâche. Et ensuite, j'ai puni d'autres femmes pour le courage que je n'ai pas eu. Alice se leva, marcha jusqu'à Geneviève, se tint debout devant elle, regarda Sophie, lui fit signe de s'approcher. Les 3 femmes, 3 générations, 3 histoires de douleur face à face. Madame Dubois, vous avez dit en direct, au début de cette interview, « Je n'embauche pas de femme avec un jeune enfant. » Pourquoi? Geneviève leva les yeux, visage dévasté. Parce que si je les embauche, je dois admettre qu'elles réussissent là où j'ai échoué. Et cela m'oblige à affronter le fait que j'ai abandonné ma fille pour rien. Et maintenant, en direct, devant 2 millions de personnes, votre fille est ici. Je suis ici. Que dites-vous? Geneviève se leva, regarda Sophie. J'ai échoué avec toi. Il n'y a pas de pardon possible, mais je peux commencer à faire différemment. Elle regarda Alice. Et vous m'avez montré que le courage, ce n'est pas de faire des choix impossibles, c'est d'admettre quand on a tort. Elle se tourna vers la caméra. Voix ferme. Je m'appelle Geneviève Dubois. J'ai abandonné ma fille il y a 25 ans. J'ai construit une entreprise en discriminant les femmes enceintes et les mères. J'avais tort, complètement. Et à partir d'aujourd'hui, cela change. Le téléphone de Delphine, l'attaché de presse, commença à vibrer violemment. Puis celui de Stéphane. Puis celui de tous les producteurs. Sponsors annulant leur contrat en temps réel, actions en chute libre, conseil d'administration exigeant sa démission. Tout s'effondrait en direct. Mais quelque chose d'autre se produisait. Les téléphones du studio sonnaient. Les emails explosaient. Camille entra en courant. « Alice !» 20 entreprises ont appelé pour t'offrir un emploi. 50 000 personnes ont fait un don pour l'opération du bébé. 120 000 € récoltés en 10 minutes. Le public se leva. Applaudissements sincères. Pas pour le drame, pour l'honnêteté. Alice s'assit en larmes. Geneviève serra Sophie dans ses bras pour la première fois en 25 ans. La fille hésita, puis répondit à l'étreinte. Stéphane tenta de conclure, mais Alice leva la main. Une dernière chose. Madame Dubois, vous démissionnez? Oui, aujourd'hui, maintenant. Et qu'allez-vous faire? Créer un fonds pour les mères célibataires. 100 millions de départs. Je vais passer le reste de ma vie à corriger ce que j'ai fait de mal. Alice inspira profondément, regarda la caméra. Le changement est possible. Quand nous arrêtons de prétendre que nous sommes parfaites
et commençons à être honnêtes. Merci, mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Car 6 mois plus tard, les conséquences de ce jour résonnaient encore pour toutes les femmes impliquées. 6 mois plus tard, le bureau se trouvait au 10e étage d'un immeuble modeste du centre. Murs peints en bleu clair, de vraies plantes dans les coins, une odeur de café frais. Une plaque à l'entrée indiquait « Institut Mère en réseau, soutien aux femmes sur le marché du travail ». Alice Mercier, désormais âgée de 38 ans, arrivait à 8 heures du matin, pas à 5h15. Elle avait appris que se lever trop tôt était une addiction, pas une vertu. Cheveux châtains lâchés, non plus noués en chignon. Dans ses bras, Louis, 5 mois, dormait paisiblement en écharpe de portage. L'opération cardiaque à 15 jours de vie avait été un succès. Le petit garçon était fort, en bonne santé, et avait les mêmes yeux verts que sa mère. Camille Roussel était coordinatrice de projet à l'Institut. Elle avait réussi à faire annuler le déménagement de son ex-mari à Lyon grâce aux avocats du fonds créés pour Geneviève. Elle gardait la garde partagée de sa fille Laura, maintenant âgée de 4 ans. Elle travaillait à temps partiel, horaire flexible, et pour la première fois depuis des années, voyait sa fille grandir sans culpabilité. Maître Isabelle Lefebvre était devenue mentor bénévole pour les jeunes mères confrontées à la discrimination au travail. Elle tenait une permanence 2 fois par semaine à l'Institut, gratuitement. Elle disait que c'était sa façon de payer pour avoir été témoin du courage d'Alice alors qu'elle-même avait failli abandonner. À 63 ans, Isabelle comprenait enfin que le droit n'était pas fait pour gagner des procès, mais pour changer des vies. Sophie Dubois travaillait comme directrice de la communication de l'Institut. La réconciliation avec Geneviève était lente, douloureuse, mais réelle. Elles dînaient ensemble 1 fois par semaine. Des conversations difficiles sur 25 années perdues, mais aussi sur des futurs possibles. Sophie n'appelait toujours pas Geneviève « maman », mais elle l'appelait par son prénom, et non plus « Madame Dubois ». C'était un début. Geneviève avait démissionné de son poste de PDG le lendemain de l'émission. Elle avait vendu une partie de ses actions, gardant un siège au conseil d'administration uniquement en tant que consultante sur la culture d'entreprise. Elle avait investi 150 millions dans le fonds pour les mères célibataires. Elle visitait l'Institut tous les vendredis. Elle portait le poids de 25 ans de mauvais choix, mais avait enfin arrêté de les fuir. Antoine Fournier, l'ex qui avait abandonné Alice enceinte, envoya un message 6 mois plus tard pour demander à voir son fils. Alice répondit « Louis a un père, lui-même. Tu as eu le choix. Tu as choisi de disparaître. Assume. » Elle bloqua le numéro. Pour la première fois, Alice ne ressentit pas de colère. Juste de l'indifférence. Et l'indifférence était une libération. Les changements internes étaient visibles dans les actions externes. Alice demandait de l'aide maintenant. Elle partageait la charge avec son équipe, arrivait en retard sans culpabilité quand Louis avait besoin d'elle. Elle avait appris que la maternité n'était pas une faiblesse déguisée, mais une force qui exigeait de la vulnérabilité. Et la vulnérabilité exigeait un courage plus grand que n'importe quelle guerre d'entreprise. Un jeudi pluvieux, Alice reçut une invitation inattendue. Même studio, même émission, mais cette fois comme invitée, pas intervieweuse. Geneviève serait également invitée. Spécial. 6 mois après, qu'est-ce qui a changé? Alice accepta. Geneviève aussi. Elles arrivèrent à la même heure, à 18h. Le studio était différent. Éclairage plus doux, fauteuil confortable, au lieu de chaises rigides. Stéphane, le réalisateur, les salua toutes les deux chaleureusement. Quand les lumières s'allumèrent, Alice entra en portant Louis. Geneviève entra aux côtés de Sophie. Les 4 personnes s'assirent ensemble, non séparées. Stéphane commença. « Il y a 6 mois, vous étiez ici en ennemi. Aujourd'hui, en tant que quoi ?» Alice regarda Geneviève, sourit. En alliés improbables. Geneviève prit la main de Sophie. En femmes qui apprennent que la force n'est pas la solitude. C'est la connexion. L'interview dura 40 minutes, sans attaque, sans drame. Juste 2 femmes racontant comment elles avaient tout perdu pour trouver ce qui comptait vraiment.
Louis pleura au milieu. Alice l'allaita sur place, en direct. Personne ne coupa. Geneviève tint son sac pendant qu'Alice installait le bébé. Geste simple, puissant. À la fin, Stéphane demanda « Que diriez-vous aux femmes qui nous regardent maintenant ?» Alice répondit en premier « Que vous n'avez pas à choisir entre carrière et maternité. C'est le système qui vous oblige à choisir qui a tort, pas vous. Et le changer commence quand nous arrêtons de nous concurrencer et commençons à nous soutenir. » Geneviève compléta « Et qu'échouer ne vous définit pas. Recommencer, si, j'ai gâché 25 ans par peur, mais aujourd'hui, à 53 ans, je reconstruis. Il n'est jamais trop tard. Rappel parfait. 6 mois plus tôt, dans ce même studio, tout avait explosé. Aujourd'hui, tout guérissait, pas complètement. Les cicatrices restaient, mais les cicatrices sont des preuves de survie, pas de faiblesse. Un réel changement eut lieu au-delà de ce studio. 340 entreprises révisèrent leur politique de congé maternité. 15 régions approuvèrent des lois contre la discrimination des femmes enceintes. Le mouvement Mère Passe Faible devint une ONG avec des antennes dans 12 pays. Non pas parce qu'Alice était une héroïne, mais parce qu'elle avait été honnête sur son humanité. La maternité n'a jamais été le problème. La maternité a toujours été un pouvoir. Le pouvoir de créer la vie, de soutenir la vie, de transformer la vie. La société avait peur de ce pouvoir. Alors, elle a essayé de le contrôler, de le diminuer, de punir celles qui l'exerçaient, mais quand les femmes ont arrêté de demander la permission et ont commencé à exiger le respect, le monde a dû changer. Lentement, douloureusement, mais il a changé. Alice n'est pas devenue PDG d'une multinationale, elle n'a pas gagné de prix internationaux, elle n'est pas devenue riche ou célèbre. Mais chaque matin, elle se réveillait aux côtés de Louis, allait travailler en faisant une réelle différence et rentrait chez elle à temps pour lui donner son bain. Elle avait une vie, pas une performance de vie. Et ça, découvrit-elle, était une victoire plus grande que n'importe quel titre d'entreprise. Et vous, avez-vous déjà dû choisir entre être mère et être professionnelle d'une manière qu'aucun homme autour de vous n'a eu à choisir? Avez-vous été jugé pour vouloir les deux ou pour en choisir un au détriment de l'autre? Avez-vous senti que votre maternité était vue comme une faiblesse alors qu'elle aurait dû être célébrée comme une force? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire de lutte, de dépassement ou de transformation peut être exactement ce qu'une autre femme a besoin d'entendre aujourd'hui. Nous changeons le monde une histoire à la fois. Votre voix compte. Votre expérience compte. Vous comptez. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de femmes réelles relevant des défis réels. Laissez votre like si cette histoire vous a touché. La semaine prochaine, l'histoire de la femme qui a découvert la trahison de son mari à 55 ans et a transformé sa douleur en un empire gastronomique. Rappelez-vous, votre âge n'est pas votre limite, c'est votre sagesse accumulée. À bientôt.